Oui, brièvement sur les points chauds du globe et les thèmes sur lesquels nous devons travailler en priorité. Madame la ministre l'a dit, tout est prioritaire et on est effaré par la quantité de situations qu'il faudrait pouvoir suivre tous les jours. Ces dernières semaines, ces derniers mois, la RDC, on l'a dit, le Soudan, l'Ouzbékistan, la Birmanie, la Chine, les territoires palestiniens et Israël, j'en passe, et malheureusement des situations tout aussi dramatiques en Russie, en Irak ou ailleurs. Il faut aussi inverser la perspective. C'est un peu toujours européocentriste de regarder le reste du monde en disant où sont les points chauds dans le globe. Pour les gens qui vivent en Arabie Saoudite, la priorité c'est l'Arabie Saoudite. Pour ceux qui vivent au Sri Lanka, la priorité c'est le Sri Lanka. Pour ceux qui vivent au Pérou, la priorité c'est le Pérou. Donc quand on écoute les défenseurs des droits de l'homme qui sont mobilisés dans leur pays, on relativise nos propres problèmes, mais également on se dit que forcément leur situation est prioritaire à leurs yeux et donc elle mérite d'être prise en compte. C'est pour ça que nous ne faisons pas de hiérarchie dans les niveaux de respect ou de non-respect des droits de l'homme dans les différents pays du globe. Vous ne verrez pas nos associations dire voici le pays qui respecte le mieux, le moins bien, un peu moins bien. Ce n'est pas dans notre perspective. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous disons que nos pays, la France en particulier, doit être exemplaire pour pouvoir continuer à se présenter dans bien des forums comme la patrie des droits de l'homme. Elle doit se montrer exemplaire sur la manière dont elle traite ses prisonniers, dans la manière dont elle traite les populations roms sur le territoire français, dans la manière dont elle traite les personnes handicapées, dans la manière dont elle traite les sans-papiers, et Antoine en a parlé de manière éloquente, dont elle traite ses demandeurs d'asile. Enfin, elle doit s'interroger sur la manière dont elle traite les personnes suspectes de terrorisme. Et je vous invite à aller voir sur les sites web de nos différentes organisations tout le travail qui a été fait justement pour dénoncer les dérives liées à la lutte contre le terrorisme qui conduisent nos démocraties également à enfreindre les engagements internationaux qu'ils ont pris en matière de droits de l'homme. Pascal Thomas. Alors, Madame la ministre a parlé de la justice pénale internationale, Antoine Bernard a parlé de la lutte contre l'impunité. Je crois que de ce point de vue-là, également, on ne peut que reprendre une liste qui a déjà été développée des points chauds du globe. Si on parle de façon géographique, on parle à nouveau de tous les lieux où la justice pénale internationale a eu à intervenir ou continue à intervenir. Donc on parle aussi bien de la République démocratique du Congo, où des crimes ont été commis, où des crimes aujourd'hui continuent à être commis. Et on voit bien que l'action est permanente, il faut continuer à agir, il faut poursuivre les crimes qui ont été commis pour prévenir leur commission et remettre chaque jour le travail sur le métier. On parle également des lieux où des crimes ont été commis, où la justice est intervenue, comme la République centrafricaine, avec les crimes qui ont été commis en 2002 et 2003, comme le nord de l'Ouganda, et où aujourd'hui on parle beaucoup moins, on a beaucoup moins de visibilité médiatique de ces situations, mais où il est nécessaire de continuer à intervenir pour prévenir la commission de nouveaux crimes. La justice pénale internationale s'intéresse aux crimes commis en 2002-2003 en République centrafricaine. Des crimes auraient été commis également sur le territoire centrafricain en 2005. Il faut continuer à travailler. Mais au-delà des situations même où la justice a à intervenir et qui sont autant de points chauds aujourd'hui, la justice pénale internationale et la justice en général elles-mêmes sont un point chaud également. Pour que la justice internationale puisse travailler, pour qu'elle puisse agir, pour qu'elle puisse aboutir à répondre aux demandes de populations victimes, il faut un soutien permanent, il faut un travail, il faut une cohérence de l'intervention des États qui sont les personnes morales prioritaires et premières dans le soutien à la justice internationale. Pour que le travail qui a été commencé au Soudan par la Cour pénale internationale puisse porter ses fruits et puisse aboutir, il faut un engagement quotidien, sans faille, de tous les États qui sont impliqués dans la résolution de la situation au Soudan. Il faut que les États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies continuent à soutenir cette intervention sur le territoire soudanais, cette intervention en vue de l'exécution de mandats d'arrêt. Pour que la justice puisse aboutir et puisse apporter des solutions, il ne suffit pas d'émettre des mandats d'arrêt ou de commencer des enquêtes sur un territoire. Il faut que les personnes qui sont accusées par la justice puissent être amenées devant la justice, qu'elles puissent être arrêtées. Alors je crois que tous les endroits où aujourd'hui la justice intervient, également ceux où elle n'intervient pas parce que peut-être les États n'ont pas ratifié et que la population n'est donc pas en mesure d'amener des affaires devant la Cour pénale internationale, dans tous ces États-là, dans tous ces lieux, ce sont des points chauds sur lesquels il faut continuer à agir. Alors, quand faut-il agir? Certaines voix s'élèvent pour dire qu'il y a un délai à respecter, c'est-à-dire le temps que les sociétés soient prêtes à accepter le changement, car une application brutale perturberait les sociétés traditionnelles. Qu'en pensez-vous, Madame la secrétaire d'État?
Oui, ça c'est le grand débat entre universalité des droits et relativisme culturel. L'universalité des droits, c'est un concept qui nous vient de 1948 avec la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais par l'ONU. Mais peut-être avant, bien avant, avec la Révolution française, nous avons proclamé une déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et pour la première fois, à ce moment-là, on a dit que les hommes naissaient égaux en droit. Et c'est important parce qu'auparavant, on ne parlait pas d'universalité des droits. Il y avait eu la Magna Carta ou la pétition des droits britannique qui parlait d'égalité des droits, mais entre anglais. La Révolution américaine en 1776 parlait d'égalité des droits, mais entre Américains. Et nous, Français, nous avons été les premiers avec cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens à parler d'égalité des droits, pas seulement entre Français, mais entre tous les êtres humains. C'était une déclaration révolutionnaire et qui continue aujourd'hui encore, malgré les siècles passés, à encore sonner comme révolutionnaire. Pourquoi? Parce que l'idée d'universalité, tout le monde ne l'accepte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une femme, par exemple, si on prend le cas des femmes, une femme congolaise a les mêmes droits qu'une femme parisienne, qu'une femme tunisienne doit avoir les mêmes droits qu'une femme américaine. C'est ça l'universalité. On ne fait pas, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Il n'y a pas d'adaptation du droit en fonction des traditions, des religions, des cultures, d'un peuple, d'un pays. En face, il y a le relativisme culturel, et c'est bien cela, c'est de dire, nous ne pouvons pas appliquer ces droits universels comme cela, parce que nos traditions, notre religion, nos habitudes ne le permettent pas. Et donc, souvent, ces pays, ces communautés invoquent l'idée du délai. Par exemple, je pense à la question qui est souvent posée dans le débat public national, de savoir si l'islam est compatible avec les droits de l'homme. Au fond, la question qui est posée, c'est est-ce que l'islam est compatible avec l'idée d'universalité des droits? C'est le débat posé aussi par la question du voile. Nous, on dit, au nom de la dignité des femmes, de l'émancipation des femmes, il faut interdire le voile dans les lieux publics. Et puis... des pays musulmans, je viens des, pas tous, mais des pays musulmans, opposent le fait que la religion, les cultures, les traditions supposent une certaine pudeur de la part des femmes, l'interdiction, ou plutôt la possibilité de mixité, mais jusque dans certaines limites. C'est ça finalement l'enjeu. Pour la Chine, c'est pareil, ça peut s'étendre dans beaucoup de domaines. Lorsque j'avais parlé avec les autorités chinoises de la liberté d'expression, de certaines personnalités comme Hu Jia, celui qui vient de recevoir le prix Sakharov, qui est un blogueur qui avait protesté contre l'organisation des JO à Pékin juste avant qu'il ne s'ouvre. Les autorités chinoises ont dit et chez nous c'est comme ça, nous sommes encore dans une période de construction, vous avez mis des siècles finalement vous à arriver à ce niveau très important de droit, nous avons aussi besoin de temps. En France aussi, cette idée de délai a été invoquée, je pense par exemple aux questions comme l'excision. Pendant des années, il y a quand même des gynécologues, des docteurs, des assistantes sociales qui ne pouvaient pas ignorer que l'excision était pratiquée sur le sol français. Mais il y en a qui ont dit à l'époque, écoutez, chez eux, les Africains, donc c'est comme ça, il faut respecter la culture des autres. Et au nom de ce relativisme culturel, on a ainsi accepté que des filles de 4 ans se fassent trancher le clitoris. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'on accepte pour les autres une atteinte au droit qu'on n'accepterait pas pour soi-même, sous prétexte de respecter la culture d'autrui. Je trouve que c'est ça peut-être le comble de l'arrogance. On nous accuse souvent d'être arrogants lorsque nous parlons des droits de l'homme. Mais moi je trouve qu'on est arrogant justement lorsqu'on ne les défend pas, et qu'on invoque le relativisme culturel pour justifier des situations qu'on n'accepterait pas pour nous-mêmes.